Bonsoir à tous. Hi everyone. Pour le déroulement de la conférence, en fait, je vais parler en français et à chaque fois, je traduirai en anglais ce que j'ai dit en français. Comme ça, je suis sûre que tout le monde comprend tout. So just for how it works, I'm going to speak in French, but I'm going to translate everything I say in French in English. So I'm sure everyone understands everything. Durant la conférence, je vais faire des pauses régulièrement pour que vous puissiez me poser des questions sur s'il y a des points qui vous intéressent ou des œuvres sur lesquelles vous voulez qu'on s'arrête un petit peu plus. Donc, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. C'est comme ça, on peut échanger, c'est super chouette. So, during the talk, I'm going to make stops, so you can just ask all the question you have. Doesn't matter if it's on a specific artwork or if it's just general question that you just think about. Help yourself to ask any question in the chat. It's really nice for me as well to just exchange like that with you. So it's interactive. Et je vais m'installer, je vais partager mon écran, donc juste une petite seconde pour le setup technique. So just give me a second for setting everything up. And spoiler alert, that's the first one. OK, première slide, on est bon. Je vais également installer le chat pour voir vos questions. So I'm just setting up as well the chat so I can see all the questions you have, if you have any questions, of course. Et sachez également que je peux voir vos visages avec la caméra, ce qui est génial pour moi parce que je vois vos réactions et si je fais des blagues et que c'est nul, je vois que c'est nul, mais si vous riez, c'est chouette. Et je vois aussi votre intérêt, donc n'hésitez pas à mettre votre caméra, si vous le souhaitez évidemment, pour que je puisse vous voir. So if you want to put your camera on, you can. If you don't, there is absolutely no obligation. It's really nice for me to see your face because I can see your reaction to the bad jokes that I make or just to the stuff I say. So it's really nice for me as well. So, but don't feel obliged if you don't want to put your camera on. Alors, aujourd'hui, on parle de Paul Cézanne. C'est un gros morceau, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Paul Cézanne, juste pour le petit chose tout d'abord, parfois on écrit Cézanne avec un accent sur le E et parfois non. Et c'est pas grave. Les deux c'est OK. Donc, moi, j'ai mis avec un accent, mais parfois, vous le verrez sans. C'est tout à fait, les deux sont valides. So, we're going to talk today about Paul Cézanne. And before anything else, you might see Paul Cézanne written with an E without any accent. And that's perfectly all right as well. It's just a different type of writing, but both are completely valid. And I chose to put the accent on, but you might see it without as well. Donc, Paul Cézanne, pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Parce qu'en fait, c'est un artiste qui va avoir une importance incroyable dans l'histoire de l'art. Et on va voir que c'est assez étrange parce que sa peinture est très novatrice, très originale. Mais en même temps, elle s'inscrit vraiment dans la modernité et elle va avoir un impact ensuite qui dépasse presque ce qui est Cézanne et ce qu'il a proposé. Et il va influencer derrière des artistes comme Picasso, comme Mondrian, comme Kandinsky, et il va aussi influencer les impressionnistes. Donc, on va essayer de comprendre comment un artiste a pu influencer autant d'autres artistes et avec des styles si différents. Qu'est-ce qu'il y avait dans son art qui a fait ça? So today we talk about Paul Cézanne because there is something strange about Paul Cézanne, something that I think strange anyway, that his art is really interesting. But the impact of his art is massive. And it's massive on artists as different as Cubist, Impressionist artists, or Kandinsky. Abstract art as well was influenced by Cézanne. And the whole point of this talk is to try to go back at his art, to look into it and try to understand why there was such an impact on history of art made by Cézanne. So that's what we're going to do today. Donc, Cézanne, qui est-ce qu'il est? C'est un artiste qui est né en 1839 à Aix-en-Provence, donc dans le sud de la France.
Et à la base, son papa voulait qu'il soit pas du tout artiste. Son père voulait qu'il soit banquier comme lui. Et c'est un échec parce que Cézanne va refuser de devenir banquier et il décide de devenir artiste. Il va étudier l'art à Aix-en-Provence d'abord et ensuite il va partir à Paris pour être là où toute la culture se passe et là où il y a tous les grands artistes et les grandes œuvres et les grands musées aussi. C'est important d'étudier l'art au contact des artistes du passé, comme le Louvre, par exemple. Et donc, il veut partir à Paris. So Cézanne, at first, so let's start as the basics. He was born in 1839, and his dad was a banker, and that's what he was supposed to do as well, Paul Cézanne, according to his dad. But the thing is, Cézanne wanted to become an artist, and he tried studying law and starting as working for his dad as a banker, but that didn't work out very, very fast. He had to move to Paris to start his career as an artist. He had studied art in Aix-en-Provence, in the south of France, where he was born, but he wanted to move to Paris because that's where art was happening. That's where all the great artists were, and that's also where all the great museums were, such as the Louvre. And when you're an artist, or when you want to become an artist, you have to study the artists of the past as well. So he wanted to confront himself with these museums as well. Son style, à l'origine, on va voir, il va pas mal évoluer. En fait, en quelques années, il va beaucoup évoluer. Mais un des premiers grands tableaux de Cézanne, c'est ce tableau, assez sobre, qui s'appelle Portrait de Louis Cézanne lisant. Donc, c'est le père, justement, de Cézanne, ce fameux père qui ne voulait pas que son fils soit un artiste. Et il est en train de lire un journal, et c'est pas n'importe quel journal, c'est L'Événement. Et L'Événement, c'est un journal dans lequel Émile Zola écrit des textes. Émile Zola, qui est un très grand auteur français, mais aussi un ami d'enfance de Cézanne. Ils ont étudié dans le même collège, ils ont grandi ensemble. Et Émile Zola va être l'un des premiers à soutenir Cézanne dans son art. Émile Zola, il est journaliste à la base, et il écrit dans L'Événement des articles sur comment l'art devrait être renouvelé, devrait être révolutionné, devrait changer complètement pour être plus moderne. Et il cite son ami Cézanne comme étant un de ces grands artistes qui peut-être fera l'art de demain. Et donc, pour Cézanne, quand il peint ce portrait de son père, il met L'Événement comme un petit rappel à Zola, alors que son père, lui, n'a pas du tout les idées d'Émile Zola. Donc, c'est vraiment une sorte de petit clin d'œil qu'il intègre dans le tableau. So one of the first paintings of Cézanne was this portrait of his dad, Louis Cézanne, reading the newspaper, and he's reading one very specific newspaper. He's reading L'Événement. And L'Événement, the happening, is actually a newspaper in which Émile Zola is writing. Émile Zola is a very, very important and great French writer, but he's also one of the first friends of Cézanne. They grew up together, they went to high school together, and Zola, at the beginning of his career as a journalist in L'Événement, he was writing articles about how art had to be changed, how modern art had to be a revolution, and he was actually giving his friend Cézanne his friend's name as an example of maybe the artist of tomorrow and maybe the art that the artist of tomorrow could create. So by putting the name L'Événement on the newspaper his dad is reading, Paul Cézanne is actually kind of making a statement and also quoting his friend, which is also very funny because his dad absolutely did not share the idea of Paul Cézanne or Émile Zola, so it's really unlikely that he would read the newspaper and would agree to be represented reading that kind of newspaper. Very progressive ideas compared to his dad idea. Un autre tableau de Paul Cézanne, on est toujours dans la famille, puisque cette fois-ci, c'est son oncle Dominique qui est représenté. Et là, on est vraiment sur le style plus... Parce que le tableau du père de Paul Cézanne, celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est un tableau avec une manière de peindre assez sage.
Mais là, on est sur un tableau avec une manière de peindre beaucoup plus agressive, beaucoup plus violente. Cézanne racontait qu'il peignait au couteau, donc le couteau de peinture, mais comme ça, c'est des sortes de petites pelles et il peint comme ça très violemment, voire parfois avec sa main directement. Et il allait mélanger la peinture avec la main, donc quelque chose de très agressif. Et là où je vous disais que justement Zola parlait de révolutionner la peinture, bah, Cézanne écrit aussi à cette époque-là qu'il veut brûler le Louvre. Il veut changer l'histoire, il veut détruire ce qu'il y avait avant et proposer quelque chose de radicalement nouveau. Et bien plus tard, quand Cézanne regardera et pensera à cette période de sa vie, il l'appellera la période couillarde, la période qui a rapport avec les couilles. On pose ses couilles sur la table et on dit « ça, c'est moi, je change les choses ». Et c'est quelque chose, ça va changer avec le temps. Il va avoir une approche plus douce et plus respectueuse aussi du passé, en faisant des tableaux aussi où il dit bon, bah, dans le Louvre, il y a quand même des choses intéressantes, on n'est pas obligé de tout brûler quand même. C'est pas mal le passé aussi. Mais là, on voit avec ce tableau-là, par exemple, que la manière de peindre le visage, c'est avec des gros traits très pâteux, très épais, qui, vous le verrez, ne resteront pas en fait dans le style de Cézanne. Ça va beaucoup changer. So, another painting of the very early works of Cézanne is that painting of his uncle, the lawyer. His uncle was not a lawyer, but he was dressing up as a lawyer for the painting. And there was a series actually of this painting, and he was dressing up as the priest, the lawyer, and different stuff, like an exercise for Cézanne. What's very interesting in this work is how Cézanne paints. It's a very rash, very abrupt way of painting. He uses the paint and he puts it with what we call a couteau. It's like a knife. The name is knife, but it's like a piece that you put the painting on it, and then there's a huge amount of painting and just put it like that. And sometimes Cézanne would say that he would even use his hands directly on the painting to spread the painting. So it's something very brutal, very animal, very bestial in the way of painting and using the paint. Something that he would not use in the later works that he would do. At the very beginning of his career, and at that time he was kind of angry at the system. He wanted to change everything, and in some letters he even wrote that he intended to burn the Louvre because he wanted to destroy everything and make something brand new on the ashes of the past, to say. But that's something that he would change afterwards, because in other works you can see that he actually studied the artworks in the Louvre, so he respects the artist, the previous artist as well. So that's just the mind of a very young man who is angry at the system and wants to change it and burn everything. La dernière œuvre que je vais vous montrer, qui est vraiment le début, l'avant-dernière œuvre qui est vraiment le début de Cézanne, ça vous permet aussi de poser un peu les bases et l'état d'esprit de Cézanne à cette époque-là. C'est celle-ci, L'Enlèvement, et celle-là, le portrait d'Achille Empereur. Donc, je vais vous montrer d'abord celle-ci. So I want also, before we get to the questions, that part of the talk is just to set the mind of Cézanne when he started his career, because you see there is a turn, you're going to see there is a sort of turn in his career, and the beginning of his work is a little bit different than the rest. So the two artworks that I'm going to show you right now is first this one and then the next one you see, and then we get to the second part of Cézanne's life. Donc le premier tableau, c'est L'Enlèvement de 1867. Donc on est vraiment un an après le tableau de l'oncle Dominique et du père. Et là, Cézanne, il s'intéresse à des sujets assez romantiques, assez noirs, avec ici l'enlèvement d'une femme qui est toute pâle et qui est évanouie dans les bras d'un homme qui la prend et qui l'emmène. Ça fait ça rappelle un peu les scènes mythologiques. C'est quelque chose de très torturé, de très sombre, avec des formes qui sont toutes comme ça, qui s'enroulent et qui ont, avec les corps aussi, qui ont un aspect très
moderne dans la manière de le peindre, mais tout enroulé comme ça. C'est des sujets qu'il va complètement abandonner ensuite. Les sujets comme ça, très romantiques, presque, on a l'impression que c'est une scène de la mythologie. On n'en trouvera plus vraiment des comme ça. Ce sera beaucoup plus doux ensuite. Ça, c'est vraiment la partie tempétueuse de la vie de Cézanne. Et à ce moment-là, les historiens de l'art considèrent que c'est aussi parce qu'il avait des histoires amoureuses, enfin, il n'arrivait pas à séduire les femmes qu'il aimait. Et donc, il était frustré et donc il peignait aussi des choses voilà, où c'est des amours impossibles et c'est la femme tentatrice et c'est des enlèvements comme ici. So that painting is, I wanted to show you that painting. It's not one of the most famous of Cézanne, but it's an important one as well, because it shows you that part of Cézanne's life when he would paint subjects that were rather dark and tumultuous. And it's about the rapt of a woman. She's very pale. She's like almost as she fainted in the arm of that man, just taking her away. And there were two people in the back looking at the scene. It looks a little bit mythological as well. That's something that Cézanne would paint at the beginning of his career, but very soon he would just abandon all that kind of subject and that way of painting, and he would rather choose more softer, quieter kind of subject for his painting, as you'll see. Some art historians say that he would paint this subject because at that time of his life, he was very unlucky in love, and he would choose this subject to express that frustration that he had. We know that according to the letter, he would write to Zola, but that's just historian making up theories as well, of course. It always is. L'autre tableau, c'est le portrait d'Achille Empereur, qui est un tableau assez étrange, qui représente un de ses amis, qui était peintre lui-même, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès et qui a un peu été oublié était complètement oublié même par l'histoire de l'art. Je voulais montrer parce que c'était aussi un tableau que Cézanne a montré au Salon, donc à Paris, dans cette institution où on présentait les tableaux qu'on faisait et tous les grands artistes présentaient leurs tableaux. Le jury sélectionnait les œuvres qu'il considérait comme acceptables et intéressantes et refusait les autres. Et les œuvres acceptées par le jury étaient présentées dans la grande exposition du Salon qui avait lieu à peu près tous les ans à Paris. C'était l'endroit où on voulait être pour avoir du succès. Et Cézanne, au début de sa carrière, va être refusé systématiquement. Tous ses tableaux vont être refusés au Salon, et notamment ce tableau-là qui va être refusé parce qu'on va le considérer comme laid, on va considérer que cet artiste, cet homme qui est touché par du nanisme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas grandir, cet homme, c'est pas quelque chose de beau qu'on n'a pas envie de voir. Et donc, ça va être refusé. Et c'est notamment parce qu'il va avoir autant de refus que Cézanne, énervé, va repartir à Aix-en-Provence et va commencer à travailler de Aix-en-Provence et va quitter Paris. Et comme ça, à ce moment-là de sa carrière, il va faire des allers-retours entre Paris, Aix-en-Provence, la banlieue parisienne chez des amis. Et en fait, il va faire toujours des allers-retours, mais il ne reviendra jamais vraiment s'installer à Paris. Et Cézanne, c'est l'un des très rares artistes modernes, comme Van Gogh aussi fait ça, mais qui n'ait pas fait sa carrière à Paris, qui soit parti de Paris pour continuer sa carrière et son travail. So I wanted to show you as well that painting because the portrait of Achille Empereur, so Achille Empereur is actually a friend of Cézanne. Empereur is as well, is also a painter, but not very successful, sadly, and kind of forgotten by history of art afterwards. Sorry for him. And what's interesting about that painting is that it's one of the many paintings that Cézanne would show, or at least try to show to the jury of the Salon, which was a big exhibition that would happen almost every year in Paris, and where all the great artists would show their artworks. But the only thing that to be accepted in that exhibition, your artworks had to be approved by the jury, and the jury could be quite conservative. So that kind of artwork, for instance, was refused by the jury and rejected. And because of that frustration, because it was rejected so many times, Cézanne just
gave up on Paris and said, okay, that's it. I'm done with Paris. I'm just going to go back to Aix-en-Provence. And he kept working from Aix-en-Provence. And he would go back to Paris many times. He would also live around Paris at his friend's place. But he would never leave and settle in Paris to start his career in Paris. From around these years, he would just said, I'm done with Paris. I'm going to show some of my works in Paris, but I will work wherever I feel like I'm going to work. And that's one very interesting thing about Cézanne. It's that he's one of the few artists, modern artists, that didn't work exclusively in Paris and made his entire career in Paris. One of the other names that you can think of is, for instance, Van Gogh. Van Gogh did the same thing. He left Paris at some point and kept on working from south of France as well. So that's just a coincidence, but that's because there is a good light in south of France. That's a secret. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment? Parce que là, on va passer dans la deuxième partie de la vie de Cézanne. Y a-t-il des questions? Is there any question? Alors, il y a une question. Qui sont les contemporains de Cézanne? So, who worked and lived at the same time as Cézanne? Eh bien, c'est du beau monde. On a Monet, on a Pissarro. Pissarro qui est un très grand ami de Cézanne et qui va beaucoup l'aider. Renoir, évidemment. Donc ça, c'est au début de la carrière de Cézanne. On a également Manet, Édouard Manet, dont on va voir un travail après une œuvre. Et puis ensuite, vous allez voir, il y a aussi toute la nouvelle génération, puisque Cézanne va vivre de 1839 à 1906. Donc il y aura également Van Gogh, il y aura également Émile Bernard, Maurice Denis et même Picasso, qui commence sa carrière tout jeune, vers 1900, et qui découvre Cézanne. Donc vraiment, tous les grands artistes de l'art moderne vont connaître et croiser Cézanne, ou presque. So actually, who lived and knew Cézanne personally? Pissarro was a very close friend of Cézanne, for instance. Cézanne also went to see Renoir, and Renoir at some point when he was sick, he even lived at Cézanne's place in 1882. There was also Monet, Claude Monet. There was also Manet, Édouard Manet, those names, but not the same artist. Édouard Manet, who was a little bit older, but also knew Cézanne. And afterwards, as Cézanne died in 1906, there was also all the new modern generations, such as Van Gogh, Picasso afterwards also. Picasso was at the beginning of his career, but he would see Cézanne's work as well in Paris. So all of that generation of modern artists, which is such an important time in history of art in France, all of them, they knew either personally or just heard of Cézanne's work. Y a-t-il d'autres questions? Any other questions? No. OK. Eh bien, justement, on va voir d'autres travaux, d'autres artistes avec ces 4 œuvres ici, puisqu'on est en 1874 et Cézanne revient à Paris pour la première exposition impressionniste. Le mouvement impressionniste s'est constitué d'artistes qui en avaient assez, qui avaient envie de changer la définition de l'art. Cézanne va faire partie de ce mouvement au début en tout cas. Il va participer à 2 expositions impressionnistes, 1874, la première, et la troisième, 1877. Et il va présenter ses œuvres à ce moment-là, et ses œuvres vont marquer les mémoires en bien et en mal. La plupart vont détester, même dans les impressionnistes, il y en a qui n'aiment pas beaucoup Cézanne. Mais déjà, il est remarqué. Et c'est peut-être ça l'essentiel, au final, c'est qu'on le remarque. Bad buzz is still buzz, c'est ça qu'on dit. So we were talking about other artists working with or next to Cézanne. So right now we have 4 works, 2 artworks by Cézanne on the top side, and 2 other, Pissarro and Monet, on the bottom part. I put these 4 works because all of these 4 paintings were shown at the first Impressionist exhibition in 1874. And Cézanne was part of that exhibition because he was part of that
of these ideas and that movement of modern art and art needing to be revolutionized, to be changed, and for artists to make a revolution and organize their own exhibition. And that's why the Impressionists organized themselves a private exhibition that would later on just be known as the first Impressionist exhibition. Donc, je vous ai mis les 4 tableaux, un de Pissarro, puisque c'était un très, très bon ami de Cézanne et qui travaillait avec lui. Donc, les 2 artistes se connaissaient et s'inspiraient mutuellement. Donc, le tableau est ici. On a également un tableau de Monet, parce que Monet est très connu, mais en plus, parce que ce tableau a donné son nom, Impression Soleil Levant, a donné son nom au mouvement impressionniste. Donc, important de le rappeler. Et 2 tableaux ici, avec une moderne Olympia et la Maison du Pendu. Et on va revenir sur ces 2 tableaux en détail, donc je ne vous en dis pas plus. So I chose these 4 artworks for very good reasons, according to me anyway. That one because Pissarro was, as I said to you, a very close friend of Cézanne. So I wanted to show you how Pissarro's work was next to Cézanne's work and how maybe they influence each other. This one, Impression Rising Sun by Monet, because Monet is one of the most famous names of Impressionist movement, but also because that painting, that very specific painting, gave its name to the whole Impressionist movement, Impression Rising Sun. And also these 2 artworks, but I'm going to say a bit more about each one of them, so I'm not going to say anything. J'ai une question également. Comment s'appelle le style de son art? So, what's the name of his style? I won't answer that question. Je ne vais pas et je ne peux pas répondre à cette question parce que c'est impossible, tout simplement. Il y a trop de débats. Pour certains, Cézanne, il est impressionniste à un moment de sa vie. Pour d'autres, il est néo-impressionniste ou post-impressionniste. Pour d'autres, il est proto-cubiste, c'est-à-dire qu'il annonce le mouvement cubiste. Pour d'autres, il est proto-abstrait. Et en fait, pour moi, Cézanne, c'est surtout un exemple parfait de comment l'histoire de l'art, parfois, ne peut pas enfermer des artistes dans une catégorie, dans un style. Cézanne, il a fait sa voix et son style tout seul, dans son coin, et il ne correspond à aucune des cases de l'histoire de l'art et des styles. Par contre, il emprunte à beaucoup de styles. Donc, on peut dire que sa manière de peindre les paysages, c'est plutôt impressionniste. Sa manière de déconstruire les formes, c'est plutôt cubiste. Sa manière de regarder la nature, il y a presque de l'art abstrait dedans. Mais on ne peut pas l'enfermer dans une seule de ces catégories. So the question I had is a very interesting one and extremely complicated. But when it's complicated, it's always interesting, usually. The question was, what's his style? And you're going to see it's impossible to say that Cézanne belongs to one style or another because some art historians have tried, actually. If you look at his Wikipedia article, you see that he's qualified as Impressionist, Neo-Impressionist, Post-Impressionist, Proto-Cubist, Proto-Abstract art, and so on. It's just that Cézanne found his own style by himself, and he never quite belonged to any big movement, except for the Impressionist movement at the very first exhibition, but then he sort of left it. So he doesn't belong to any movement. It's very hard to just put him in one cell in art. That's something that art historians love to do, and I'm part of them, but sometimes just it's impossible and we shouldn't try to. That's what makes him unique, so... Alors, je vous ai promis de rentrer un petit peu plus en détail sur chacun de ces 2 tableaux qui sont très importants. La moderne Olympia, elle est hyper intéressante parce qu'elle a un style déjà qui ne colle pas trop avec le style de Cézanne ensuite, le style qu'on connaît. C'est un style très fluide comme ça. Mais surtout, c'est un hommage direct à l'Olympia de Manet de 1863. Manet, qui est un des grands maîtres du mouvement impressionniste, qui a été un homme très scandaleux en son temps, et qui, avec Olympia, avait peint une prostituée, ce qui était un scandale absolu à l'époque. Et donc, Cézanne s'inscrit dans cette tradition du scandale. L'Olympia de Manet, elle est toujours scandaleuse en 1874. Ça fait 10 ans qu'elle est peinte, mais elle est toujours aussi scandaleuse. Et quand Cézanne fait cette moderne Olympia,
il s'inscrit dans ce scandale et il dit, moi, en tant qu'artiste, je serai également scandaleux, je vais changer les choses. Et il s'inscrit dans la lignée de Manet. Donc, c'est un tableau très important, c'est un manifeste, en fait, de son approche de l'art. So that artwork, A Modern Olympia, it's important because it's actually a tribute to Manet's Olympia from about 10 years ago. And in 1863, when Manet painted that prostitute who he called Olympia, he made a big scandal. And 10 years later, it was still a big scandal. And Cézanne, on purpose, decided to pay a tribute to that specific artwork from that great master that all the Impressionist artists would see as the father figure in art. And it was really, for him, almost a manifesto for what he intended to bring to art. Et l'autre tableau, c'est la Maison du Pendu, ici, qui est beaucoup plus représentative en fait de la suite du travail de Manet. C'est l'un des premiers travaux où en fait, il va commencer à faire quelque chose de très bizarre avec la perspective. Quand on regarde le tableau, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si tout était rassemblé, c'est très oppressant, c'est presque angoissant comme tableau. On a du mal à savoir où se trouvent les maisons, où se trouvent les éléments naturels. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'il va accentuer ensuite dans son travail. Il va rassembler la perspective, il va tout faire. Il dit qu'il fait glisser la perspective, les plans les uns sur les autres. C'est les mots qu'il utilise. Les plans tombent les uns sur les autres. La perspective s'effondre. Et ça, c'est l'une des grandes innovations de Cézanne, et c'est vraiment ce qui le caractérise en tant qu'artiste, c'est cette manière de traiter la perspective. Et comme ça, c'est comme ça aussi qu'on reconnaît les natures mortes de Cézanne, c'est que il y a tout qui tombe, tout tombe. So that artwork is very important as well because it's one of the first artwork when Cézanne actually started to do what he would become famous for. It's his work with perspective, and he had a very, very specific way of painting perspective. And to use his own words, it's like everything was falling down on itself. You don't really know if that's the side or the face of the house, if it's just next to the tree or if it's actually far away. You're very confused on the perspective when you look at the painting. And that's the magic of Cézanne. You don't know where things are. It's everything like it's 2D. You feel like everything is just in front of you. And at the same time, you know that some of it is far away, but you can't really put your finger on where is what. Some sort of magic working there. And that's a characteristic of Cézanne, and that's going to become very famous, especially with still lifes. It's very obvious with the still life that we're going to see later on. But that's one of the first big painting where he started doing that. On va continuer dans les paysages avec ce très beau tableau, La mer à l'Estac, qui est un de mes préférés avec Cézanne. Donc, il part à l'Estac, qui est à côté de Marseille. Je vous ai mis une petite carte pour que vous voyez où est. Donc, on est vraiment sur le sud de la France. Et justement, je vous parlais de ce travail de la perspective. Alors là, c'est assez amusant avec la mer parce que on voit la mer ici qui est comme un grand mur. On a l'impression que c'est un mur d'eau qui arrive comme ça, et en fait, on n'a pas de profondeur, on n'a pas de perspective. C'est comme un collage en fait des éléments qui se mettent comme ça. C'est très étrange. Et en même temps, quand vous allez à l'Estac ou quand vous allez à Marseille, dans le sud de la France, quand vous regardez la mer qui est vraiment vous êtes en haut sur les collines et vous regardez la mer qui est au loin, ça vous fait le même effet de mur comme ça. Vous avez du mal à savoir où commence le ciel et où commence la mer. C'est un effet qui, visuellement, c'est ce qu'on voit. Et en même temps, quand Cézanne le représente en peinture, ça fait tout bizarre. Et je trouve ça assez intéressant. Et en même temps, il y a aussi dans ce tableau la lumière du sud de la France qui fascine Cézanne et qui va fasciner d'autres artistes aussi. So I was talking about perspective on the previous artwork, but here as well, it's pretty obvious, and it's one of the first artworks that Cézanne would paint in the south of France. So he moved to L'Estac this time. It's next to Marseille, so you can spot it on the map of France right here. And what I want to show you is really his way of depicting the sea.
it's a very strange way of depicting the sea because there is no perspective. You don't see the horizon on the sea. It's like a big wall of water that is right in front of you, all blue like that. But what's interesting that when you actually go to the south of France, and I'm living in the south of France, so I made that experience quite recently, and you're on the hill of the south of France, and you look at the sea in far away, well, it actually feels like there is no horizon, and you can't see where is the sky and where is the sea, and you feel like there is that huge, massive pile of water right in front of you, and it's just like a wall of water as well. So I think it's a very interesting way that in his painting, it creates a weird sense of perspective, but in reality, it's actually a pretty accurate description of what you actually experience when you are in the south of France. The also very interesting thing is the way, he depicts the light of south of France, which is a very bright light. Et je vous ai montré du coup un autre tableau où on a ce même effet de l'eau comme ça et de l'absence de perspective et des choses qui s'assemblent, un autre tableau de Cézanne de cette époque. So I wanted to show you another painting when you have exactly the same sensation of that water being almost an object, a massive object and solid object just in front of you. That. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Donc, ce travail, ce qui est intéressant aussi avec Cézanne, c'est qu'il va avoir toute une évolution dans son style et il va faire des séries de tableaux. Des séries où, en fait, il revient toujours sur le même thème. Vous le voyez avec la mer à l'Estaque, il revient et il repeint encore et encore et encore. Ce qui fait qu'on voit les évolutions de son style de manière très flagrante. Le prochain, je vais montrer 2 autres séries avec, d'un côté, la montagne, une peinture de montagne, et de l'autre, les pommes et la nature morte, parce que c'est ce qu'on connaît vraiment bien de Cézanne, donc il fallait que j'en parle quand même. Donc, je vais vous montrer ça. So what's very interesting with Cézanne is that he was kind of very focused on one thing. When he had one subject that interested him, he would go back over and over and over and over and depicts it more and more. And you have all series of one subject like the mountain or the still life or the sea at l'Estaque, when you can actually study the evolution of his style. So what I'm going to show you next is 2 series, one of the mountain, one of the still life, and especially the still life because the apples of Cézanne are pretty famous. And I'm sure that you're waiting for them as well. Donc la première, c'est la montagne Sainte-Victoire. Il y en avait plein des montagnes Sainte-Victoire, mais je vous en ai choisi 2 pour qu'on puisse vraiment les voir. Et on voit l'évolution du style avec un style qui devient de plus en plus géométrique, de plus en plus abstrait, où les formes sont déconstruites. Là, on est en 1887. On a encore un style presque réaliste. On voit bien les formes, on distingue tout, on voit la perspective, on voit ce qui est au premier plan, deuxième plan, troisième plan. En 1904, donc sur la fin de sa vie, quand il peint la montagne Sainte-Victoire, on voit des carrés de couleurs. Les formes sont comme ça. C'est un plan ici, le premier plan, ou peut-être ici des sortes de buissons et ensuite deuxième plan, troisième plan, mais il n'y a plus du tout cet effet de profondeur. C'est juste une question de couleur et c'est la gradation des couleurs qui vous dit la structuration de votre tableau. Et c'est là aussi où on comprend que Cézanne a pu influencer les cubistes ensuite. Quand on voit ce genre de tableau, on voit aussi Picasso un petit peu qui commence à pointer le bout de son nez. So I wanted to show you that first, these 2 paintings. There is way more Montagne Sainte-Victoire that I could have shown you, but I chose these 2 because the difference is really obvious and you can imagine all the missing painting showing you the evolution of his art. But with this one, we are in 1887, and you can see that he's still quite realistic. You can see all the different, almost the houses. You can see a bridge in the backyard, in the background. You can see the tree over here and the mountain over there. It's kind of realistic. We are now in 1904, and that's not realistic anymore at all. It's very geometrical. He kind of painted everything in
almost tiny squares. And you can, looking at that painting, you can see, and I'm going to show you more afterwards, but you can see how he influenced Cubist movement and artists such as Picasso, because obviously there is something going on right here that is more and more abstract and more deconstructed in the way it structures the whole painting. Une autre série qui vous montre ça, c'est la série des natures mortes, et notamment des pommes qui ont beaucoup inspiré Cézanne et qui sont un peu sa marque de fabrique. Les pommes, c'est des choses qu'il peint, ou les fruits, les pommes, c'est des choses qu'il va peindre très tôt. On est en 1865, dans son style encore couillard, avec une pâte très épaisse, ici. Et puis après, on passe en 1879. On a déjà trouvé le style de Cézanne avec un style plus doux, plus fluide. Et en 1899, il y a tout qui tombe. Ce que je vous disais avec la perspective, tout est en train de s'effondrer. On a l'impression que la nappe est en train de glisser comme ça par terre. La banquette, elle est en train de pencher très clairement. Et en fait, on a l'impression qu'il a pris une photo, mais qu'ensuite, tous les objets auraient glissé et se serait cassé la figure par terre. C'est vraiment très étrange, ce phénomène de glissement, mais c'est quelque chose que Cézanne va vraiment étudier et peindre. Et c'est comme si les formes, en fait, créaient la matière, la structure, et plus du tout le placement avec une table très solide et on place les objets comme ça. Là, au contraire, c'est presque comme si c'était la nappe qui retenait les objets, qui les ancrait dans la réalité. C'est très nouveau et c'est ça qui va beaucoup intéresser les artistes modernes. So I also wanted to show you these 3 still lifes, because you can really see the difference in the style of Cézanne. You can also see that he was interested in still life very early on. We are back in 1865, and he was already painting with that very thick way of putting the painting with the brush. But then in 1879, his style is more fluid, more it's not at all the same way of using the thick painting. More what we know and what we've seen previously. But you can see that knife over here is almost about to fall, and there is that kind of stillness, that everything is just like that. And you can see also the color, the bright colors. And then in 1899, we have that masterwork over here, a beautiful painting, where you can really see what he meant when he said that everything is falling on everything. It feels like, anyway, it feels to me that this is almost like a photo that he took. And then when you take away the painting, everything is just going down. That sofa over here is just about to slide on the left. And all of these fruits are about to just like just fall on the ground. And these plates are about to break almost. And that way of using perspective or making something, it's almost uneasy as an impression. That's really the characteristic of Cézanne artworks. And I wanted to show you, I put it just like that so you can see in full screen, just for a sec. Je vous ai mis en gros plan quand même pour que vous puissiez admirer le travail en gros plan et comprendre un peu ce que je veux dire avec cet effet de basculement. On va continuer. Alors, dans les séries toujours, Cézanne va faire à un moment donné une sorte de chose qui ne correspond pas du tout à ce qu'on connaît de lui, c'est-à-dire vraiment les paysages et les natures mortes. Il va s'intéresser aux joueurs de cartes. Je voulais vous en parler quand même, parce qu'il va faire toute une série de joueurs de cartes, 5 tableaux, où il s'intéresse à nouveau à cette tradition très ancienne dans la peinture de peindre des joueurs de cartes en train de travailler, avec aussi cette évolution sur le style. Donc on a ici 5 tableaux qui vous présentent justement les joueurs de cartes avec à peu près la même époque dans laquelle il a peint. Et on retrouve cette obsession, donc on prend un sujet de peinture et on le décline de plein de manières différentes pour explorer les sensations que ça peut faire, les impressions qu'on peut créer, les effets qu'on peut créer. Sachant que les joueurs de cartes, c'est une vieille tradition dans la peinture, puisqu'on la retrouve dans la peinture italienne avec le Caravage, mais aussi dans les peintures du
du Louvre avec Chardin et d'autres grands artistes. So I also wanted to just tell you about this series that is kind of strange in Cézanne's work, because we were more used to his landscapes and his still life, but he also got interested in these card players, and he made a series of 5 paintings exploring that theme. And what's interesting with that is that you can see how it works. And the way it works is that he takes one topic and he explores every possibility of that topic. The sensation you could make, the impression, you can see the concentration, you can see, well, if there is 5 characters, what does that make on the viewer? If there is only 2, what impression does it make, and how he can work on the style as well. You can see that he's really interested in the slight differences between each painting. Just like when he goes to the nature, he's interested in the slight difference of light or color that he can see on a tree or on the mountain. There is always that attention to the detail and to the overall impression. Donc, cette manière de travailler, de traiter les joueurs de cartes, c'est vraiment s'intéresser aux variations, en fait, aux sensations, aux légères variations qu'il peut y avoir quand on a 5 personnages, quand on n'a que 2, si on referme le cadre, si on l'ouvre, s'il y a des couleurs plus brunes, un peu terreuses, ou s'il y a des couleurs plus bleutées. On s'intéresse vraiment à ces variations et aux différentes impressions. Et également, pour certains historiens de l'art, les joueurs de cartes, c'est une sorte de symbole de la vie pour Cézanne. Il y a tout un message derrière, mais on ne sait pas lequel. Donc, il y en a qui pensent qu'il y a une clé d'interprétation, qu'il faut analyser le thème et l'évolution, qu'il y avait 5 personnages au début, il n'y en a plus que 2 à la fin, ça signifie quelque chose, mais on ne sait pas du tout quoi, et on n'a aucune trace de cette analyse symbolique dans la correspondance de Cézanne. Donc aussi, on peut imaginer. So also, a very important thing about this series of the card players is that some art historians, according to some art historians, you have to analyze that series with all the paintings together as a symbol of something. The question is, what something? We have no idea. The art historians have different theories, but we don't know. Cézanne never spoke about it. We know that he liked to put symbols in his artworks anyway when he was young. Maybe it was still there when he was older, but we have no idea. And that's a funny thing with art historians as well, on these kind of works, that you can just interpret it the way you like. And it's okay, it's fine. Just use your imagination if you feel like it. On continue. Comme il est déjà 50, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions, on les garde pour la fin. Et comme ça, on peut passer un peu de temps pour discuter et faire une sorte de Q&A à la toute fin, si vous voulez. So if you're okay with that, it's already 50 o'clock. There is only 10 minutes left, about 10 minutes left. So if you want, we're just going to keep the questions for the end of the talk, so you can ask all the questions you have and we can exchange, and it's okay if we just spend more time, it's fine, if that's okay with you. Okay. Là, je vous ai présenté ce portrait d'Ambroise Vollard de 1899 pour 2 raisons. D'abord, pour vous raconter qu'en 95, donc en 1895, c'est Ambroise Vollard qui va créer la première grande exposition de Cézanne à Paris, et qui va du coup le lancer vraiment en tant que grand artiste, et qui va faire que les artistes modernes vont découvrir pleinement Cézanne et vont se rendre compte que c'est un immense artiste et vont commencer à l'étudier. Donc c'est grâce à ce marchand d'art que Cézanne va ensuite vraiment exploser. Et l'autre chose que je voulais vous raconter, c'est juste sur la manière de travailler de Cézanne. On raconte qu'il travaillait vraiment très, 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 très lentement. C'est-à-dire que quand il travaillait sur ses paysages, il y a des peintres qui disaient qu'il pouvait regarder, il peignait, il passait 20 minutes à regarder, et puis il faisait un trait comme ça. 20 minutes, un trait. Alors ça pouvait être très long, du coup, comme ça, à ce rythme-là, parce qu'il regardait vraiment la nature. Et là, pour Ambroise Vollard, on sait, parce qu'Ambroise Vollard l'a raconté, que pour faire ce portrait, il a fallu qu'il aille poser 115 fois chaque matin chez Cézanne, et qu'à chaque fois qu'il bougeait,
Cézanne perdait sa concentration et disait « Il n'y a rien qui va, on abandonne tout, il faut tout recommencer, la lumière n'est plus la même ». Donc ça vous montre un petit peu aussi comment Cézanne travaillait. So I wanted to show you that painting for two reasons. The first one is because I wanted to introduce Ambroise Vollard, who is very important in Cézanne's life, because that's the first, that's actually thanks to him that the first exhibition about Cézanne artworks, Cézanne's work, was shown in 1895 in Paris, organized by Ambroise Vollard. And after that exhibition, that first exhibition, there were more exhibitions, but that's really when the time when Cézanne artworks became extremely known in Paris and then afterwards in different places. And that's when it started to become a symbol for all the modern artists, a master for all the modern artists. The other reason I wanted to show you that painting is just to tell you about how Cézanne worked, because it's kind of funny. He was very, very, very slow when he worked. And some artists say that when he would paint landscapes, he could actually observe the nature, spend 20 minutes between each paintbrush on the painting. So you can imagine the hours to make the whole painting together if it's 20 minutes one paintbrush, 20 minutes one paintbrush, like that. And he would work the same way for portraits. And in the case of Ambroise Vollard's portraits specifically, Ambroise Vollard told in his memories, he said that for that painting, he would have to sit for 115 mornings. He would have to go to the workshop of Cézanne and sit and paint. And every single time he would move just one finger, it was a catastrophe. And Cézanne would say, it's all different now. The light is different. So I have to start everything anew. And it's a catastrophe. It's not possible. So that's the way Cézanne was working as well. It's nice to understand that and know that, I felt. Et un des derniers travaux de Cézanne, le dernier travail qui va vraiment, sur lequel sa vie va se terminer, sont les grandes baigneuses. Ce tableau avec des femmes, où en fait on voit qu'il a un travail extrêmement fort de la construction du tableau. Et en fait, les formes, les femmes, c'est pas les femmes qui l'intéressent, c'est les formes des femmes. Elles n'ont même pas de visage d'ailleurs, on ne sait pas qui c'est et on s'en fiche complètement en fait. Ce qui l'intéresse, c'est la structure des formes, la manière dont ça s'articule avec la composition, comment la couleur de leur peau fait écho au ciel ici et rappelle la terre. Et en fait, tout le travail de Cézanne, c'est un travail presque géométrique de dialogue entre les formes et la couleur et la construction d'une composition comme ça. Et on voit très bien avec les baigneuses. So one of the last artworks by Cézanne was this painting, which represents, it's big one, it's a very big one. He wouldn't work on such big format before, but at the last years, he would start doing huge paintings. And this one is a great example of how Cézanne what he was actually aiming at. What he paints it's not really woman. You can see the woman, but what interests Cézanne is the shape of the woman. It could be just geometrical shapes. It's all the same according to him. And what's also interesting is the color of the skin is how it just reacts to the color of the sky and the ground. And it's all a big composition of shape on colors and not so much of subject. It's actually so little the subject doesn't matter at all because these are supposed to be trees. But as for me, I've never seen trees behave like that. Just like that pyramidal shape, just like that with nothing else. It's really unreal. It's just what's the general shape, how it builds itself. That's what Cézanne is focusing on. Et en 1906, en fait, Cézanne était en train de peindre dehors, comme tous les jours. Et il y a une grande tempête, un énorme orage, et Cézanne va être coincé dehors sous la pluie. Il va tomber malade. Et il va être ramené chez lui, mais une semaine plus tard, en octobre 1906, il va mourir. Donc très très rapidement, en fait, il disparaît. Ce qui est assez terrible parce qu'en fait, c'est dans ces années-là qu'il commence vraiment à exploser et à avoir un énorme succès et à se faire de l'argent aussi. Et en fait, c'est à ce moment-là, il meurt. Mais sa légende va continuer.
et avoir une influence colossale sur tous les autres artistes. So in 1906, Cézanne would, as he would do almost every single day, he went outside to paint on a landscape in the south of France. But there was a big storm and he got caught in the storm. He couldn't go back. And when he actually could go back to his home, he got sick. And within a week, he just died. And that's terrible because for him, that's when he actually started to have big success and to become like really famous and admired by everyone. And that's the moment when he died after the whole lifetime of trying to do that. He just died. Just unlucky. À la toute fin, je voulais vous montrer rapidement son influence justement sur tous ces artistes, parce que je vous ai parlé de son influence, mais très concrètement, comment ça se voit. So I just wanted to show you a few paintings by other artists to show you how Cézanne influenced them directly or indirectly. First one is Picasso, of course. So I chose that painting, which I haven't shown you before, because, well, and you can really see how that's the way of the perspective, everything just melting together. It's like you see something from the front, but then the next object is from the side, and then the next object is from the top, and everything is like that. All the perspective is just mixing up. That's something that Picasso would also do and used, and all the Cubist artists would just deconstruct reality and the point of views in their paintings, and that's directly a tribute to Cézanne's work and also to Cézanne's experiments. Donc, la première grosse influence de Cézanne, ce sera sur les cubistes. Et donc, le grand nom des cubistes, c'est Picasso, évidemment. Et là, je vous ai mis Les Demoiselles d'Avignon, qui est un des premiers très grands tableaux de Picasso qui va vraiment le lancer. En vis-à-vis, j'ai mis Nature morte avec l'amour en plâtre, qui vous montre justement ce travail de déconstruction des points de vue, de déconstruction de la perspective, et autant de choses qui vont énormément influencer le cubisme, où en fait, dans le cubisme, parfois, on représente un objet, en même temps, on le voit en face, et de côté, et du haut, et d'en dessous, et tout ça, ça se mélange, comme si on voyait les choses de plein de points de vue différents. Par exemple, cette femme qu'on voit de dos, mais sa tête complètement retournée, comme si en même temps, on la voyait de dos et de face. Et en plus, elle a une tête bizarre, mais ça, c'est autre chose. Autre référence, La joie de vivre de Matisse. Matisse qui, à peu près à la même époque, va s'inspirer aussi du travail de Cézanne dans ses constructions. Là, Les Grandes Baigneuses, c'est vers 1906, mais il y a eu des tableaux avant celui-là qui reprenaient des formes similaires. Et Matisse s'inspire de ça, de cette construction, de cette naïveté aussi du style pour peindre la joie de vivre. So another artist influenced by Cézanne and who would admire Cézanne a lot was Matisse. Matisse, who got inspired by this painting. So if you look at the date, you can say, well, Matisse is before Cézanne, so something's weird. But actually, Cézanne was working on that kind of painting way before, starting in the beginning of 1900. So Matisse was influenced by that artwork, the naivety of the styles, the construction, the interest for the colors and the shapes. That's influence on Matisse. And the last one, and then time for the questions. La dernière chose, c'est Kandinsky et Cézanne. Un peu plus étrange, j'aurais pu vous mettre Jackson Pollock aussi, puisqu'en fait, il y a une influence de Cézanne sur Jackson Pollock, et Pollock a beaucoup admiré aussi Cézanne. Mais je vous ai mis Kandinsky, en fait, parce qu'on considère que Cézanne, c'est aussi un des grands précurseurs de l'art abstrait. Un peu étonnamment, parce qu'on voit qu'il reste toujours au contact de la nature, qu'il va toujours peindre des choses dans la nature. Sauf que Cézanne, dans ses écrits, dans sa manière de parler, et quand il a parlé avec d'autres artistes, il racontait qu'en fait, ce que lui voulait peindre, c'est pas ce qu'il voyait réellement. Il voulait surtout pas peindre une photographie, mais il voulait peindre ce que ça lui crée comme sensation. Et il parle de sensations colorantes, mais en fait, il parle surtout de la sensation que ça génère pour lui. Et au final, l'art abstrait, ou un type d'art abstrait en tout cas, c'est de traduire par des couleurs et des formes abstraites des sensations qu'on a à l'intérieur de nous et qui viennent de la réalité. C'est dire, je veux peindre
une musique. Je veux peindre une sensation, une impression. Et c'est là où Cézanne a une influence aussi. C'est qu'en fait, il va au-delà de ce que voit l'œil et il essaye de peindre avec son cœur, si on veut. Ce qui est peut-être, pour certains, l'un des pionniers du coup de l'art abstrait et de ce que sera un type d'art abstrait en tout cas. So, the last one I wanted to show you was the dialogue between Montaigne and Victoire and that painting by Kandinsky. It's kind of strange to put abstract art next to Cézanne because Cézanne art was never, it was also always, even with that type of painting, you can recognize in Montaigne, it's always sort of realistic. You can see what's depicted. Where there, it's not depicting anything real, or any object or any landscape, it's something abstract. But according to some, when you read Cézanne, you can actually realize that what he tries to paint, according to him, according to his own words, is not really what he sees with his eyes, but what he feels. He's talking about sensations, especially coloring sensation. And that idea of painting, not what the eyes see, but the sensation that what you see makes on you, that's something very, very new, very modern. And that's one of the idea of abstract art, because abstract art is actually trying to depict the undepictable, like an impression or a music or a color in that case, or anything like that. So according to them, to some, Cézanne is actually a pioneer as well in abstract art, because he's not trying to paint what he sees, but rather what he feels, according to some. And time for debate now. Avez-vous des questions? Je vais mettre cette dernière image de Cézanne devant son tableau. Comme ça, on peut pour échanger. So I'm just going to show you that very last picture of Cézanne in front of the painting, but just for the time of the questions, if you have any. Oui, j'ai une question, madame. Oui. Dans les grandes bagneuses, pas ceci, mais l'autre, y a-t-il un mort ici au milieu de la peinture? Parce Ici? que cet homme-ci, il pointe vers ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Ici, à celui-là? Oui. Non. C'est pas, ça représente pas un mort, mais effectivement, on a l'impression qu'il désigne quelque chose du bout du doigt ici. Oui. Mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est représenté. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de représenté. Même pas un baigneur. Je me demande si c'est pas juste une tache de couleur, comme il y en a ici aussi. Mais je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de précis ici. En tout cas, je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de terrifiant dans cette peinture. Et dans ces cas, c'est possible. Je pense pas, enfin, ayant lu sur Cézanne, sur son approche, il cherche pas à faire des choses terrifiantes, mais il y a quelque chose de dérangeant. En tout cas, moi, c'est les visages, les visages sans expression et sans bouche. Ça me met pas très à l'aise, mais effectivement. Ok, merci. Alors, on a du coup, je vous en prie, merci pour votre question. On a deux questions. On entend souvent que les artistes deviennent célèbres après leur mort. Comme vous avez dit, c'est pareil au cas de Cézanne. Selon vous, quelle est la raison de cette tendance? So, why do artists become famous after their death? Eh bien, alors Cézanne, il est devenu célèbre avant sa mort. C'est juste qu'à sa mort, en fait, ça va encore plus exploser, mais ça avait déjà commencé avant sa mort. Je pense que c'est tout simple. Honnêtement, je pense que le côté l'artiste a disparu et on l'aura plus jamais. Ça crée une sorte de légende. Et puis en plus, on peut analyser comme on veut les tableaux, puisque de toute façon, il peut plus se défendre ou dire ben non, pas du tout, j'ai pas du tout voulu dire ça. Donc on peut aussi projeter ce qu'on veut. Par exemple, dans Cézanne, il y en a qui ont dit
il a plein de pommes parce que les pommes, c'était le symbole de son homosexualité et il était homosexuel en fait, mais il ne le savait pas. Et bon, c'est très discutable. Mais du coup, il n'est plus là, donc on ne saura jamais. Mais voilà, je pense que c'est vraiment le côté... un artiste, en fait, on crée des légendes. Quand on crée quelqu'un de célèbre, on crée une légende. On projette ce qu'on veut dans cette légende également. Et c'est facile de créer une légende quand la personne n'est plus là. C'est plus difficile de le faire quand la personne est vivante et qu'elle fait éventuellement des erreurs, qu'elle produit des œuvres qu'on n'aime pas ou qu'on aime. Voilà. So the question was, why do we become more famous after we died? I have no absolute answer to that, but I have ideas. And I think it's mostly because when you're dead, people can create a legend around your work. They can also project whatever they want and fill on it, and they can write about it, and you're not there to defend yourself anymore, no matter if it's true or wrong. And for instance, lots of people have written about Cézanne, and one of the writing that I was like, what? Is a psychoanalyst who said that actually Cézanne would paint apples because apples were a symbol for his homosexuality, but he wasn't aware that he was homosexual, but he was trying to say it with apples in his painting. Then that's all just a big symbol for all that. And I don't know if he was homosexual or not, but that's just beside the point according to me. But just that's just one of the things you can do with someone who is dead. They just can't say if you're completely wrong or if you're absolutely right, and you can just create the legend you want to create. Une autre question de Diane. Pourriez-vous nous redire la définition de l'art abstrait, reproduire par la couleur et les formes? So can you tell us again about the definition of abstract art? Effectivement, c'était un point un peu compliqué et je ne savais pas si j'étais très claire, donc très bien de revenir là-dessus. So, alors, je ne peux, pareil, c'est toujours en histoire de l'art. La définition de l'art abstrait, si je vous dis une définition, je vais peut-être me faire lyncher par des historiens de l'art qui vont dire « mais c'est pas du tout ça, l'art abstrait, ça peut être ça, ça peut être ça ». Il y a plein d'arts abstraits différents, mais l'un des arts abstraits, l'une des définitions de l'art abstrait, c'est tout simplement de faire quelque chose qui n'est pas réaliste, qu'on ne sait pas ce que c'est, et on ne peut pas le reconnaître. Et du coup, par exemple, par l'art abstrait, on peut avoir envie de décrire des sensations, des émotions, des couleurs, des musiques qu'on ne peut pas dessiner par des formes réelles. Et donc, il faut passer pour ça par des formes géométriques abstraites, des couleurs qui simplement s'organisent entre elles. La définition de l'art abstrait, c'est qu'en fait, peut-être, s'il fallait quand même en donner une, c'est que c'est compliqué, c'est vraiment des choses complexes, mais c'est vraiment de dire que le tableau s'organise par le dialogue entre les couleurs et les formes, et rien d'autre. Ce n'est pas une représentation d'un objet, c'est juste une logique interne d'un dialogue entre des couleurs et des formes. Et au final, c'est ce que fait Cézanne dans son travail aussi. Même quand on a vu avec les grandes baigneuses, il fait un travail de construction entre des couleurs et des formes. Et il ne cherche pas à représenter quelque chose de réaliste. Et c'est là où peut-être il est un peu abstrait, même si on voit ce qu'il représente. So I'm going to try to say that in English and not forget what I just said, because I was just trying to make the definition on the spot. So I'd say that abstract art, and I need to say that abstract art, there is lots of definitions, and if there is any art historians listening to me, they might say, that's absolutely not what it is. Look at that artist, he's doing abstract art, and it's not at all according to the definition she just said. But I'd say that abstract art is when you're not trying to depict something that is realistic, that's something that you can recognize, but rather that just the organization of the shape and the color that you just put on the canvas, that's the whole structure of your painting, and that's the inner logic of your own painting. And that's what you can see with Kandinsky, but also what you can see with Cézanne, because when Cézanne is working,
he's not trying, for instance, with Les Grandes Baigneuses, he's not trying to paint something realistic or aim at something that you a scene that you say, oh, I've seen these people, they were bathing there. He's not trying to depict something that you could have taken a photo of, but rather he's trying to construct a painting, and the inner logic of the painting is completely made with just the dialogue between the colors and the shapes and the whole organization of all of that. And he's sort of aiming at creating a painting with its own inner logic and nothing else. J'espère être plus claire comme ça, mais c'est vraiment un sujet difficile, donc si vous inquiétez pas. So I hope I was clear, but it's really a difficult subject as well. So. Alors, il y a aussi la théorie de l'offre et de la demande. Peut-être les artistes deviennent célèbres après leur mort due à l'offre et à la demande, c'est-à-dire que les artistes ne peuvent plus créer d'œuvres. Très bon point, effectivement. Je ne pense jamais au marché de l'art parce que moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse du tout. Mais c'est un aspect très important, effectivement. Effectivement, tout simplement, quand un artiste est mort, eh ben, le nombre d'œuvres est limité et donc forcément la valeur augmente considérablement et ça crée aussi une légende. C'est parce que par exemple, Van Gogh, on sait que ce qui contribue à sa légende, c'est qu'il y a très très peu d'œuvres et donc chacune vaut une fortune. Pour Cézanne, il y a quand même pas mal d'œuvres entre des aquarelles, des peintures à l'huile, des paysages, mais effectivement, plus on est mort depuis longtemps, plus les œuvres valent cher parce qu'elles sont limitées en nombre. So indeed, there was another very good point made by Astrid. It's that there was also a connection between, we were talking about the whole artists becoming famous after their death, and also a link with the art market. And I never think about the art market because I hate that way of thinking about art. I'm always thinking about art with my own experience, but that's also a very, very big subject when you're talking about art, nonetheless. And indeed, when you're dead, you're not painting, Captain Obvious, but as you're not painting and the number of painting is just, or any artworks is limited, the price can just rise to the sky. And that's also one of the reasons why you become famous, indeed. Y a-t-il d'autres questions? Merci pour ces remarques, pour toutes ces questions. Je vais couper ma caméra je vais quitter le partage d'écran. Je vous remercie tous pour votre attention, pour vos questions, pour votre présence ce soir. So thank you all for all your questions and the interaction and so on. And I'm just gonna... Voilà. Merci beaucoup pour ta conférence, c'était passionnant. Thank you very much for your lecture, it was really captivating. Et on vous donne rendez-vous le 22 avril pour une autre conférence, mais cette fois-ci sur Kandinsky. So we'll see you on April the 22nd for a lecture about Kandinsky with Ophélie. Have a really nice weekend. Bon week-end à tous. Merci.